Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Chronique du Zodiaque. Et aujourd'hui, on va faire un épisode qui va intéresser, je pense, vraiment beaucoup de monde. C'est l'épisode des transits de l'année 2026. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le ciel en 2026? Comment est-ce qu'on va vivre tous ces changements? Parce que je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais 2026 va être quand même assez, alors je dirais pas hard, mais assez challengeante, assez forte au niveau des énergies. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de choses qui risquent de changer pour nous. Il y a vraiment beaucoup d'événements qui risquent de se passer. Et 2026, c'est vraiment, ça va être vraiment une année, un nouveau départ, une année un petit peu, une année assez importante. Et je pense que quand on y repensera plus tard, on se dira ah ouais quand même il s'en est passé des choses en 2026. Donc aujourd'hui, on va explorer un petit peu tous ces transits. Alors je vais en parler assez rapidement parce que sinon l'épisode durerait 2 heures. Et en plus de ça, j'ai déjà fait une masterclass que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube où j'explique vraiment tout ce qui va se passer en 2026, vraiment l'explication de chaque transit, des rétrogradations, etc. Donc si jamais vous avez envie de creuser un petit peu plus le sujet, vous pouvez aller directement sur ma chaîne YouTube Arcane du Zodiaque et vous pouvez retrouver du coup ma masterclass, le replay de la masterclass que j'ai fait fin novembre à ce sujet. Mais nous, du coup, on va quand même s'intéresser au transit. Je vais vous expliquer les dates et les gros transits qui auront lieu durant cette année et l'explication un petit peu générale, très rapide encore une fois. Mais vous inquiétez pas, à chaque transit, dès qu'un transit arrivera dans l'année, on fera un petit épisode de podcast dessus, spécifiquement sur le transit qui arrive, histoire de l'explorer vraiment en profondeur. Donc là, c'est juste histoire de vous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer, de savoir un petit peu dans quelles énergies on va évoluer. Mais cet épisode n'a pas vocation à être ultra complet. J'en ai déjà fait, j'ai déjà fait la masterclass, j'en ferai d'autres. Et donc, je vais pas faire un épisode de 4 heures non plus, ça sert à rien. Avant de commencer, n'hésitez pas, si vous me découvrez aujourd'hui, alors déjà bonjour, enchantée de vous avoir sur le podcast. Je m'appelle Laetitia, je suis astrologue. Et vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sous le nom d'Arcane du Zodiaque. Notamment sur Instagram, je poste quand même pas mal de choses, pas mal de contenu. Donc si jamais vous ne me suivez pas encore, allez-y. N'hésitez pas. Et en plus de ça, je suis toujours ravie d'avoir un petit peu vos retours par rapport au podcast. D'avoir aussi vos idées, s'il y a des choses dont vous voulez que je parle, etc. Il faut vraiment pas hésiter. Et deuxième petit écart avant de commencer vraiment l'épisode, mais encore écart, c'en est pas vraiment un parce que vraiment ça parle de ce qui se passe dans l'épisode. Je propose une prestation qui s'appelle Astrofocus 2026. Donc là, dans l'épisode de podcast, on va parler de tous les transits en général. Mais moi, du coup, dans cette prestation, dans l'Astrofocus, je vous propose une analyse détaillée en format PDF sur les transits de l'année 2026, mais en rapport à votre thème astral à vous. Donc je prends le thème astral, je regarde dans quelle maison touche chaque planète, quelle autre planète elle touche ou non. Et du coup, je fais une analyse mois par mois de tout ce qui peut potentiellement se passer, en tout cas dans quelles énergies vous allez vous retrouver durant chaque mois. Et ça permet du coup d'anticiper un petit peu l'année 2026, de mieux savoir comment la gérer, de savoir un petit peu quels seront les focus, quelles seront les choses qui risquent de se passer d'important, quels seront les domaines de vie qui seront les plus impactés, etc., etc. Donc, si jamais tu as envie d'avoir une analyse vraiment personnalisée, n'hésite pas à commander ton Astrofocus.
Là, on est fin décembre. Si vous le commandez maintenant, clairement, je n'aurai sûrement pas le temps de le faire avant la fin de l'année, mais il sera fait début janvier. Et les astrofocus, je les fais vraiment au fil de l'eau. Donc dès qu'on commande, je les fais dans l'ordre de commande, hein, tout simplement. Donc au plus vite vous commandez, au plus tôt vous l'aurez. Voilà pour ce petit aparté. N'hésitez pas à aller réserver dans les liens du podcast si jamais vous êtes intéressé. Et nous, on va se concentrer maintenant sur les transits de 2026. L'année 2026 va être particulièrement chargée et en plus de ça, elle va être importante astrologiquement puisqu'il y a beaucoup de planètes, des planètes lentes, donc des planètes qui bougent lentement dans le ciel et du coup dans le zodiaque qui vont changer de signe. Alors on a déjà eu les années précédentes Pluton, qui est la planète la plus lente de toutes, qui a changé de signe, qui est arrivé en Verseau, on en a beaucoup entendu parler. Mais là, du coup, Pluton, lui, il est toujours en Verseau, hein, il sera pendant 20 ans. Mais les autres planètes lentes vont toutes changer de signe. Donc Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter, même si Jupiter, elle n'est pas très lente, pour le coup, elle change de signe tous les ans. Donc ça, c'est plutôt normal. Mais du coup, on va se focaliser quand même beaucoup sur Neptune, Uranus et Saturne, qui, elles, sont quand même relativement lentes et qui donc vont toutes les trois changer de signe. Alors on va commencer avec Neptune en Bélier puisque c'est la première qui va changer de signe courant janvier et elle va rester dans le signe du Bélier jusqu'en 2039, donc elle va y rester environ 13-14 ans. C'est un transit du coup qui est très long, donc bien entendu il ne va pas se passer 1 milliard de choses tout le temps, tous les jours à cause de Neptune en Bélier, mais c'est plutôt une énergie qui va être là sur le long terme, c'est une énergie qui va être là un petit peu en fond. Neptune en Bélier, Neptune c'est la planète de la spiritualité, de la guérison, de la communion avec les autres. C'est une planète collective, c'est une planète d'idéal, c'est une planète de rêve. C'est une planète en gros qui nous montre nos idéaux, qui nous montre ce que l'on a envie de faire, mais vraiment d'une manière très 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 idéaliste. C'est une planète aussi qui nous aide à nous connecter à l'invisible, à autre chose, à notre inconscient, et qui nous aide aussi à guérir. C'est la guérison, Neptune. Et du coup, en Bélier, tous ces sujets-là vont prendre un aspect beaucoup plus factuel, beaucoup plus... alors, j'irai pas jusqu'à dire terre à terre, parce que le Bélier n'est pas forcément ultra terre à terre, mais plus matériel que jusqu'alors, puisque jusqu'alors Neptune était dans le signe des Poissons, c'est son signe d'ailleurs, le signe des Poissons, mais du coup c'est un signe très éthéré, très dans l'imagination, dans le ressenti, et beaucoup moins dans la matérialité. Et donc ici avec le passage en Bélier, pour moi, Neptune va avoir une fonction beaucoup plus réaliste, elle va plus s'inscrire dans notre réalité quotidienne. On aura plus tendance aussi à agir pour ça, donc agir pour nos idéaux, agir pour nos rêves. On aura tendance à plus foncer, à vouloir faire les choses dans la matière. On aura aussi potentiellement une spiritualité beaucoup plus ancrée, où on aura envie de faire des choses et pas de rester un petit peu dans notre monde un peu imaginaire. On aura envie de se mettre en mouvement. Le Bélier, c'est l'action, c'est la mise en mouvement, donc on aura envie d'agir, on aura envie de faire des choses. Et donc, que ce soit collectivement ou individuellement, on va avoir envie de changer des choses, de se lancer à corps perdu dans des nouvelles utopies, dans de nouvelles idéalisations, dans de nouveaux rêves. On a envie de faire changer les choses. Mais attention, Neptune, c'est très idéaliste et le Bélier, il n'est pas très très réfléchi, il agit un peu comme ça, sans trop planifier les choses. Et du coup, avec Neptune en Bélier, on pourra avoir tendance à agir pour ce qu'on a envie de faire, mais sans trop y réfléchir avant. Heureusement, pour ce début de transit, Saturne va vite rejoindre Neptune.
Et Saturne, c'est une planète de structuration, c'est une planète qui nous aide à être mature, à construire les choses dans le temps. Et du coup, heureusement, le fait qu'elle rentre en même temps que Neptune en Bélier, bah, ça nous aide du coup à mettre beaucoup plus de structure et de base sur justement nos actions, nos rêves. Donc heureusement, Saturne aide pas mal Neptune dans la réalisation de ses projets. Saturne va suivre Neptune, mais que en mai. Donc jusque-là, Neptune va se retrouver du coup toute seule dans le signe du Bélier, où là, ça risque d'être du coup un petit peu flou. On risque de mettre un peu des coups d'épée dans l'eau. Moi, je vois vraiment ça comme image pour Neptune en Bélier, en mode on a envie de faire des trucs, du coup on y va, mais ça n'aboutit pas forcément correctement parce qu'on n'a pas trop réfléchi en amont. Mais heureusement, du coup, en mai, Saturne va venir rejoindre Neptune. Et du coup, grâce à Saturne, on va pouvoir mettre plus de choses en place, mais de manière pérenne, de manière à ce que ça dure dans le temps. On va être beaucoup plus structuré, on va beaucoup plus réfléchir. Et Saturne, pour le coup, il va rester en Bélier jusqu'en 2028. Alors, à savoir que Saturne est en chute dans le signe du Bélier, puisque c'est pas un signe où il se sent très très bien. Saturne, c'est une planète de temps, c'est une planète qui a besoin de prendre son temps pour faire les choses correctement, pour faire les choses de manière réfléchie. Et le Bélier, lui, c'est tout l'inverse, c'est un signe qui fonce sans réfléchir et qui fait ce qui lui passe par la tête tout de suite. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes énergies, mais du coup, Saturne va permettre d'équilibrer le Bélier, de le calmer un petit peu. Il va nous permettre d'être plus réalistes et d'avoir nos rêves neptuniens, mais en essayant de les rendre potentiellement réalistes, réalisables dans la matière. Il va nous aider à prendre en maturité. Donc là, ça va être très important de regarder dans quelle maison le signe du Bélier tombe dans votre thème pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va être, dans quel domaine de vie vous allez devoir prendre en maturité, mais aussi devoir construire de nouvelles choses, de nouveaux projets. Et ça va être très intéressant de voir ce qui va pouvoir se construire à ce niveau-là. Il va aider Saturne à mettre en place des projets. Alors pas forcément de la manière douce, Saturne il est pas forcément très doux dans ses agissements, mais il nous aide tous à être beaucoup plus ancrés, à être beaucoup plus matures et à construire nos projets sur le long terme, et c'est ça le plus important. Donc voilà pour Neptune et pour Saturne, donc ils vont rentrer tous les deux dans le signe du Bélier quasiment en même temps. Saturne, lui, va rester que jusqu'en 2028 dans ce signe. Donc ça va être vraiment le bon moment pour construire les choses afin d'être pas trop dans le flou de Neptune, parce que Neptune va rester quand même un bon moment dans cette maison. Donc après le passage de Saturne, après 2028, les idéalisations risquent d'être un petit peu plus floues, on risque d'avoir un petit peu plus de mal à mettre les choses en place. Donc là, c'est le bon moment de construire les choses maintenant, tant que Saturne est présent dans ce signe. Ensuite, on a une autre planète lente qui va changer de signe, c'est Uranus. Et Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux. Uranus, c'est une planète de rupture. De rupture dans le sens où on va changer radicalement notre façon de fonctionner, notre façon de faire les choses. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture dans nos habitudes, ça peut être une rupture dans notre quotidien, une rupture dans notre job, une rupture dans nos relations en général. Uranus, il bouge les choses. Le but, c'est de changer tout ce qui n'est pas aligné avec nous et de pouvoir ensuite repartir sur de bonnes bases. C'est une planète qui vient nous réveiller. Uranus, c'est une planète électrique. C'est la planète de l'électricité et c'est comme si elle venait nous donner un électrochoc pour vraiment nous wake up et qu'on prenne un petit peu conscience de ce qui ne va pas dans notre vie et de ce qui est important pour nous vraiment. Et en gros, avec Uranus,
Si on essaye de faire l'autruche, bah il est là pour nous dire non, 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 mon coco, tu te bouges les fesses et tu vas changer tout ça parce que ça va pas du tout, c'est pas du tout ce que tu avais prévu et ce que tu devais faire. Donc Uranus, il est pas très doux, il impose des changements un peu brusques, mais il est là aussi pour notre évolution, pour qu'on puisse changer les choses qui ont besoin d'être changées. Et, et voilà, mais de toute façon, aucun transit n'est mauvais. Aucun transit n'est pas bon pour nous. Tous les transits, même s'ils sont compliqués à vivre sur le moment, sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer. Donc Uranus, ouais, il nous bouge de fou, il nous secoue même complètement. Mais c'est vraiment pour qu'on puisse être plus aligné avec nous-mêmes et avec nos objectifs. Dans le signe des Gémeaux, Uranus, il va se sentir plutôt bien. Il va y rester du coup pendant un bon moment. Il va y rentrer à la fin du mois d'avril 2026 et il va rester jusqu'en 2032. Donc il va y rester un bon moment. Et du coup, il va essayer de secouer les choses dans le domaine de vie qui, pour nous, est associé au signe des Gémeaux. Donc par exemple, moi, comme je suis ascendant Vierge, c'est ma maison 10 qui est en Gémeaux. Uranus, il se sent plutôt bien là-dedans puisque le Gémeaux est un signe d'air et Uranus est la planète qui est associée au Verseau, qui est un signe d'air aussi. Donc il se sent plutôt pas mal. Au niveau du collectif, on risque de vivre quand même pas mal d'avancées au niveau technologique, pas mal d'avancées au niveau de notre communication. On va avoir des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'apprendre. Donc tout ce qui est IA, à mon avis, ça va se développer vraiment et ça va rentrer dans notre quotidien. Donc c'est pas prêt de s'arrêter avec ce transit d'Uranus en Gémeaux. Et individuellement, nous, ça va nous aider à avoir de nouvelles façons de communiquer avec les autres. Peut-être commencer une nouvelle formation. Après, ça dépend dans quelle maison ça tombe, mais ça peut vouloir montrer une nouvelle formation. Un déménagement aussi, avec le signe des Gémeaux, qui est un signe de mouvement. En tout cas, c'est une période où on aura vraiment une bonne capacité intellectuelle, une vivacité d'esprit. Le mental va être très très important. On risque de cogiter vraiment à 1000 à l'heure pendant ce cycle d'Uranus en Gémeaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Uranus, il va nous aider à rompre avec certaines choses, à changer certaines choses, et que on n'est pas prêt. On n'est pas prêt au passage d'Uranus, mais bon, on n'a pas le choix, on y va et c'est cool. Moi, pour le coup, Uranus en taureau, donc Uranus en taureau, pour moi, il était dans ma maison 9, maison de la spiritualité, maison de la quête de sens. Et c'est exactement pendant le transit d'Uranus dans ma maison 9 que j'ai découvert et aimé l'astrologie et que j'ai décidé d'en faire mon travail. Donc voilà, il nous aide vraiment à prendre conscience de certaines choses et à mettre en place le changement nécessaire. Ensuite, pendant cette année 2026, on a également Jupiter qui lui va rentrer dans le signe du Lion. Alors Jupiter, je le mets quand même parce que je trouve que c'est quand même important comme transit, mais c'est une planète qui change quand même de signe tous les ans, donc on a quand même l'habitude de l'avoir passé dans notre thème. Jupiter, c'est une planète d'expansion, c'est une planète d'optimisme, c'est une planète d'abondance. On est dans une énergie de groupe, d'amplification, d'abondance dans tous les domaines. Et en plus, dans le signe du Lion, pour le coup, il se sent plutôt bien. C'est une énergie qui est liée au Sagittaire dont il est le maître, Jupiter. C'est un signe de feu, donc il se sent vraiment pas mal. On est dans une énergie de joie, d'optimisme, de confiance en soi. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler avec Jupiter en Lion, la confiance en soi, l'estime de soi. Et on va aussi avoir un boost de créativité avec ce transit de Jupiter. Alors c'est vraiment, Jupiter, il va vraiment falloir regarder dans quelle maison il rentre quand il va rentrer dans le signe du Lion. Et du coup, quel domaine de vie il va booster et il va mettre en lumière.
Attention pendant cette période à peut-être votre ego qui risque de prendre un peu trop de place. Il faut vraiment travailler sa confiance mais sans aller dans l'excès inverse d'avoir trop confiance et d'être trop dans l'ego. Donc voilà, Jupiter va nous faire bosser là-dessus. Donc voilà pour le petit tour. Alors je vous ai dit que ça allait être rapide, hein, je vous ai pas menti. Je fais rapide parce que après, si vous avez envie d'en connaître plus, encore une fois, vous pouvez aller voir la masterclass. Et encore une fois aussi, je ferai un épisode bien dédié à chaque transit dès que ce sera le moment de ce transit-là, parce que histoire de voir les choses un peu plus en profondeur. Et je ferai aussi un petit tour de chaque maison pour chaque transit, comme ça vous aurez une meilleure idée de ce qui se passe pour vous. Je vais terminer cette petite vidéo sur 2026 avec les nœuds lunaires qui vont changer de signe également. Et ensuite, on parlera très vite des rétrogradations, puisqu'il y aura des rétrogradations de Mercure comme tous les ans, mais aussi une rétrogradation de la planète Vénus, ce qui est un petit peu plus rare. Alors, les nœuds lunaires, eux, vont changer de signe. Ils sont jusque fin juillet dans les signes de la Vierge pour le nœud sud et du Poisson pour le nœud nord. Une énergie qui nous pousse à lâcher prise et à être moins dans le perfectionnement et plus dans nos ressentis et nos émotions. Et là, le nœud nord va passer donc le 28 juillet en Verseau et le nœud sud en Lion. Donc là, on va changer d'énergie, on va essayer de sortir de l'énergie du Lion et d'aller plutôt dans une énergie Verseau. La dernière fois qu'on a eu ces nœuds lunaires là, c'était de mai 1989 à novembre 1990. Donc si tu es né entre mai 1989 et novembre 1990, tu as les nœuds lunaires dans ces signes-là. Et tu auras donc un retour des nœuds lunaires. Et le retour des nœuds lunaires, en général, c'est quand même assez important. Il peut se passer des choses assez importantes pour ton évolution. Et ça permet de faire un bond, justement, dans ta problématique des nœuds lunaires. Alors, de quoi ça parle, cette problématique du nœud nord en Verseau et du nœud sud en Lion? Et on va devoir partir du coup de l'énergie du Lion, une énergie qui demande beaucoup d'approbation de la part des autres, qui a un besoin d'amour, qui a un besoin d'être reconnu, qui a besoin de validation, jusqu'à une énergie du Verseau qui lui en a rien à carrer, pour le dire simplement. Clairement, le Verseau, lui, il a envie d'être original, il a envie de faire partie d'un groupe de gens, mais il s'en fiche d'être reconnu ou pas. Lui, ce qu'il veut, c'est faire partie du groupe. Alors que le Lion, lui, il a besoin d'être reconnu dans le groupe, il a besoin de briller à travers le groupe et de se sentir unique. Donc on va essayer ici de partir de l'ego, de l'envie de briller, d'être le centre de l'attention et aller vers quelque chose de plus collectif où on va plus penser aux autres et moins penser à son petit ego personnel. On va essayer de se mettre ensemble pour trouver des solutions aux problèmes et de plus la jouer perso. On va avoir envie d'être épanoui plutôt dans du collectif et dans des projets collectifs plus que dans des projets complètement égocentriques et personnels. Donc là, on va rentrer dans un moment où on va aller plutôt vers le partage, on va laisser derrière nous ce pouvoir d'avoir envie que toute la couverture soit sur nous. On a une volonté de changement, d'originalité avec ce transit. On a envie de bousculer les normes. Et en plus de ça, Jupiter va rentrer aussi en Lion à ce moment-là. Donc ça va nous aider à booster un petit peu notre estime de nous. Mais en fait, le but, pourquoi le Lion est si demandeur de validation et tout, c'est justement parce qu'il n'a pas confiance en lui. Donc en fait, le fait de pouvoir bosser sur cette confiance en soi, le fait d'avoir confiance en nous-mêmes et en nos capacités, du coup, ça nous aide à être moins dans l'ego et à être moins dans la recherche de cette valeur-là, parce qu'en fait, on le sait qu'on a cette valeur en nous. Du coup, avec ces nœuds lunaires, on a vraiment un changement de dynamique et un changement peut-être de paradigme et de code. On a envie de choses un peu plus originales. Donc là, c'est important aussi de regarder pour les nœuds lunaires dans quelle maison ça tombe.
quelle est la maison du Lion et quelle est la maison du Verseau. Et en général, du coup, on va essayer de laisser un petit peu de côté les problématiques de la maison du Lion pour aller plutôt se pencher vers l'énergie de la maison du Verseau. Donc là, moi, par exemple, c'est dans mon axe 12-6, donc la maison 12 en Lion et la maison 6 en Verseau. Et du coup, bah, moi, je vais être amenée à laisser un petit peu ce côté introspectif, très éthéré, très dans la tête, très, voilà, très dans, dans mon inconscient, etc. Et rentrer plutôt dans du matériel, dans des routines physiques, dans du travail quotidien. Et je vais être plus poussée à aller bosser là-dedans, à aller vers ces énergies-là un peu plus matériel que ma maison 12. Voilà pour les nœuds lunaires. Je vais terminer du coup en disant un petit mot sur la rétrogradation de Vénus et les rétrogradations de Mercure. Alors Vénus, elle va rétrograder à la fin de l'année en Scorpion et en Balance. Du coup, il faut regarder vraiment quelles maisons sont impactées par cette rétrogradation. Donc, quelles maisons vous avez en Balance et en Scorpion. Avec Vénus, on va vraiment réfléchir sur nos relations et aussi sur notre rapport à nos valeurs et à l'argent que l'on gagne. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pendant les rétrogradations de Vénus? Alors, le grand classique, c'est le retour des ex. Donc, s'il y a un ex qui revient, c'est non. Je vous le dis tout de suite. C'est parce que souvent, si des ex reviennent, c'est que la problématique n'a pas été encore entièrement réglée et qu'il va falloir la régler. Il peut y avoir aussi des ruptures, parce que c'est un moment où on va vraiment se focaliser sur son couple et on va réfléchir un petit peu à comment ça se passe dans notre couple. Et du coup, bah, si le couple est un peu bancal, ça peut mener à une rupture. Ça peut mener aussi à des problèmes d'argent, puisque Vénus, c'est la planète du taureau, et le taureau nous parle de finances. Non, Vénus rétrograde va nous aider, surtout quand elle sera en Scorpion, à regarder ce qu'on ne veut pas voir. Donc, par exemple, au niveau relationnel, s'il y a des choses où on fait un petit peu l'autruche dans son couple, bah là, clairement, ça va nous éclater à la tronche et on n'aura pas trop le choix. On va devoir gérer tout ça. Par contre, quand elle va passer en Balance, là, on va réfléchir plutôt à ne pas faire trop de compromis, à ne pas laisser son besoin d'équilibre, d'harmonie, faire en sorte que, bah, du coup, on ne s'écoute pas et on laisse l'autre décider à notre place. Là, ça va pas être ça. Il va falloir vraiment prendre quand même nos décisions et ne pas trop faire de compromis. Et ça va être un bon moment aussi pour voir si nos engagements sont pérennes dans le temps. Et enfin, Mercure rétrograde. Alors lui, il va rétrograder 3 fois dans l'année. En février-mars dans le signe du Poisson, en juillet surtout dans le signe du Cancer et en octobre-novembre dans le signe du Scorpion. Donc il va rétrograder dans les 3 signes d'eau. Mercure qui va rétrograder dans les signes d'eau, ça va être un moment très 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 introspectif, puisque Mercure c'est le mental, c'est notre capacité à comprendre et à réfléchir, et les signes d'eau c'est nos sentiments, nos émotions, ce qui est à l'intérieur de nous. Donc là les rétrogrades de Mercure, en gros elles vont nous aider vraiment à comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on a à l'intérieur de nous, et vraiment à le comprendre d'un point de vue mental. Ça va être peut-être un moment de révélation sur ah mais c'est donc pour ça que je ressens ça, mais ok je comprends mieux. Enfin voilà, ça va être ce truc là de ah ouais ok d'accord j'ai compris ce qui se passe. Alors en Poisson il va être plutôt dans la guérison. On va peut-être guérir quelque chose qui traînait depuis un petit moment, parce que justement on va se rendre compte de peut-être soit de l'origine, soit du fonctionnement, soit ah bah tiens je me rends compte que j'ai tel schéma répétitif, bon bah du coup le fait de m'en rendre compte et d'arrêter de le faire, bah ça m'aide à guérir. En Cancer il va être plutôt dans les émotions, ça va être un gros moment pour penser à ses émotions et à réfléchir à comment gérer ses émotions. Et enfin en Scorpion, bah là on a eu un petit avant-goût en cette fin d'année 2025, puisqu'on a déjà eu une petite rétrograde
en Sagittaire et en Scorpion, mais du coup on a déjà eu le Scorpion. Et là c'est vraiment chercher très profondément avec le Scorpion, savoir un petit peu qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qu'on n'avait pas envie de voir jusque-là. Et du coup c'est des choses qui peuvent remonter et pas être forcément très agréables à ressentir. Mais il nous aide vraiment à nous transformer, le Scorpion. Et du coup, Mercure rétro en Scorpion, ça va nous aider à creuser un petit peu plus profondément. Donc voilà, ce qui est important de regarder, c'est quelle maison se trouve dans vos signes d'eau, donc dans le signe des poissons, du cancer et du scorpion, pour voir un petit peu ce qui va être impacté. Moi par exemple, l'ascendant vierge, c'est la maison 7 avec le poisson, donc tout ce qui est couple. En cancer, c'est ma maison 11, donc c'est peut-être mes groupes, mes amis ou mes projets qui vont être impactés. Et en scorpion, c'est la maison 3, donc la maison du mental, de la réflexion, mais aussi des déplacements, donc et de l'apprentissage. Donc ça va être dans ces domaines-là que ça va ressortir. Voilà, j'ai fait un tour rapide et succinct de tous les transits qui vont avoir lieu en 2026. Donc vous pouvez bien voir que c'est une année qui va être bien chargée. Et encore une fois, si vous avez envie d'en savoir plus, d'avoir une analyse vraiment personnalisée pour pouvoir vous préparer correctement, sans avoir à chercher à droite et à gauche plein d'explications, n'hésitez pas à réserver l'Astrofocus 2026. Et là, c'est moi qui vous ferai votre interprétation, votre analyse détaillée pour toute l'année 2026 avec tous ces transits sur votre thème. Je vous mets le lien dans la description. Donc n'hésitez pas, et ça sera disponible que jusqu'à fin janvier, parce qu'après, je considère que il n'est plus la peine de se préparer pour 2026 puisqu'on sera en plein dedans. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à me faire un retour sur l'épisode. Moi, je vous retrouve sur le podcast la semaine prochaine où on parlera justement du passage de la nouvelle année en astro. Est-ce que c'est vraiment si important que ça pour l'astrologie, le passage à la nouvelle année ou non? Ou est-ce qu'il y a d'autres dates dans l'année qui sont plus marquantes? On verra ça. D'ici là, je vous souhaite une belle journée et une belle semaine et je vous dis à bientôt.